Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains. Parce que ici, à Nantes, et à toutes les époques, on a connu des élans de liberté. Ras le bol qu'on dise que Marseille est une ville sale, violente, infestée de rats, de punaises de lit. Où personne à Lyon ne désencadrera les loyers. Emmanuel Grégoire ne porte pas uniquement un bilan, il est aussi le candidat du dépôt de bilan de Paris. Grégoire, c'est Hidalgo Empire. Portez le message de Nice. Oui les amis, on va faire gagner Nice et on va faire gagner la France. Bonjour électrices et lecteurs, nous ouvrons ensemble le 6e épisode de votre podcast qui couvre cette campagne sous l'angle de l'accessibilité de la voirie et de l'espace public aux porteurs d'un handicap. Une campagne dominée par le lynchage puis la mort de Quentin Durand, survenue samedi 14 février à 12h25, a précisé le parquet de Lyon. 3 jeunes hommes, dont Quentin Durand, qui était alors jeté au sol, puis frappé à de très nombreuses reprises par plusieurs individus. L'autopsie, pratiquée ce matin par des experts médico-légaux sur Quentin Durand, a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, un traumatisme crânio-encéphalique majeur. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Le militant nationaliste de 23 ans a été pris à partie avec d'autres par des antifas alors qu'ils accompagnaient le collectif Némésis venu protester contre une conférence tenue à Sciences Po par l'eurodéputé de la France Insoumise, Rima Hassan. Dans la mesure où les lois en faveur de l'accession à une pleine citoyenneté pour les porteurs de handicap suppose une société où l'on convainc plutôt qu'on intimide, on peut se demander quelle accessibilité est possible si nous revenions à la loi du plus gros bras ou de celui qui court le plus vite. Nous poserons la question sur place aux candidats lyonnais. Pour aujourd'hui, nous sommes à Lille, ville d'environ 240 000 habitants, 10e ville de France, l'un des bastions de la gauche dirigé par le Parti socialiste sans discontinuer depuis 1955. Alors allez-vous, Lillois, faire cesser cette tradition ou la perpétuer ? Ces élections revêtent un enjeu crucial dans ce vieux comté de Flandre devenu vraiment français depuis 1667 seulement. Cap sur l'accessibilité. À Lille, je suis avec le candidat Stéphane Bally. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes élu à la ville mais aussi à la métropole. À 223 voix, vous avez manqué d'être maire de Lille aux dernières élections. C'était face à Martine Aubry. C'est donc naturellement que vous vous présentez à nouveau devant les Lillois en conduisant la liste Lille demain. Quel est votre point de vue sur l'accessibilité de la voirie en général ? D'abord, je remercie l'ensemble des personnes qui ont renouvelé leur confiance pour que je sois tête de liste pour porter cette liste, Lille demain, qui est un peu alternative pour 2026. La situation en matière d'accessibilité et des différents handicaps, en fait, il y a de grandes disparités suivant les 10 quartiers, ou des quartiers qui sont aujourd'hui, en tout cas sur certains handicaps, qui peuvent être peu, voire pas accessibles. Je pense tout particulièrement au Vieux-Lille et ses pavés, ou certains quartiers, en raison de trottoirs qui sont trop souvent occupés, pour point dire squattés, par des voitures qui font qu'en fait on a aujourd'hui des difficultés de déambulation. Et j'en parle d'autant plus facilement, ou malheureusement, je dirais, à mon insu, j'ai pu développer ces dernières semaines une expertise d'usage en la matière, puisque suite à une mauvaise chute de vélo, j'ai eu un plâtre pendant 6 semaines qui m'a amené de fait à devoir me déplacer uniquement en béquille sur des courtes distances et d'emprunter les transports en commun, et notamment le service qui passe Ilévia en bas de chez moi, qui est le bus. Et si je vous livre ça, c'est que j'ai eu aussi la livraison d'un fauteuil roulant, que je n'ai plus utilisé, puisqu'au regard de l'état des trottoirs ou dans le quartier dans lequel j'habite, en fait, il est juste impraticable d'être en fauteuil roulant. Donc on voit finalement
le chemin, ou ce que je vous décris, c'est du vécu. On voit le chemin, bien évidemment, qu'il y a à mener de façon à rendre cette ville accessible. Alors, je citais le quartier du Vieux-Lille et pour un handicap, mais je pourrais aussi, et je dirais quelque part, malheureusement, des aménagements qui sont récents, et je pense notamment en citant la rue Solferino, où là, pour un autre handicap, je pense pour les non-voyants ou les malvoyants, finalement, en ayant fait le choix d'une bande pododactyle pour séparer le flux piéton et le flux de cyclistes, eh bien, on génère des conflits d'usage. On peut jusqu'à générer évidemment ou engendrer des accidents. Donc on voit que même dans certaines réalisations, certains aménagements très récents, si on ne prend pas en compte le handicap, plutôt les handicaps dès la conception, eh bien finalement on a des réalisations qui peuvent être dangereuses à l'usage, en tout cas pour certaines parts de la population. Je n'oublie pas que on estime que c'est autour de 15% de la population à des degrés divers, des handicaps divers, mais on estime autour de 15% de la population qui est handicapée. Et donc on se doit bien évidemment dans nos politiques publiques d'être proactifs en la matière. Et les exemples que je donnais sont des exemples d'espace public, de voirie. Évidemment, c'est comment on les travaille, non pas uniquement dans un bureau, mais bien finalement en concertation avec les usagers, les usagères, les porteurs de handicap, et puis les associations représentant les différents porteurs de handicap. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour faciliter la circulation à la fois des personnes en situation de handicap et des cyclistes? Comment organiser la priorité? Bien, à la fois, il y a le civisme et donc l'éducation, quelque part. Ça, c'est un premier volet. Et puis, il y a la réponse, je dirais, un peu organisationnelle, qui est quand on a des aménagements qui, dès leur conception, et je reciterai l'exemple de la rue Solferino ou de la rue du Molinel, où dès la conception, finalement, le fait de mettre la bande podotactile pour donc permet finalement aux malvoyants ou aux non-voyants de suivre finalement quel élément de séparation entre le flux piéton et le flux cycliste, on voit bien qu'en fait, il y a un vrai problème de conception. Donc en fait, moi, je marche sur deux jambes. C'est à la fois de l'expertise d'usage avec les porteurs et porteuses de handicap, et donc avec bien évidemment les associations, les mouvements représentants, et puis évidemment avec les bureaux d'études qui vont concevoir ces infrastructures ou ces espaces publics. Et évidemment, j'insiste aussi sur finalement le vivre ensemble. Bien, le vivre ensemble, c'est de faire en sorte qu'il y ait le respect, et ne jamais oublier finalement le respect du piéton par le cycliste, du cycliste par l'automobiliste, puisque c'est bien le plus fragile qui doit être protégé en premier. Quelles sont les propositions principales que vous avez pour faciliter l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans l'île? Je pense que, notamment dans l'espace public, il y a deux dimensions. Il y a le volet temporaire et le volet durable. Le volet temporaire, je m'explique, c'est lorsqu'il y a des travaux qui sont réalisés, eh bien, c'est de bien prendre en compte par des fléchages, par des aménagements, le fait qu'il y ait une continuité piétonne, quels que soient les handicaps. Ça signifie que, notamment, il y a un certain nombre de marquages qui puissent être réalisés, qui permet aux différents porteurs de handicap de pouvoir quand même cheminer. Donc ça, c'est dans la phase, plutôt dans les phases temporaires, phase travaux, mais qui peuvent
durer ou s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc c'est absolument un impératif. Et puis évidemment, et ce que j'évoquais juste précédemment, qui est pour les phases durables, eh bien c'est d'identifier dès les premières réflexions les problèmes d'accessibilité pour l'ensemble des porteurs de handicap, de façon à ce qu'il y ait les adaptations, j'allais dire nécessaires, ou plutôt je devrais utiliser le terme absolument indispensable, faisant qu'on a bien des espaces publics qui soient inclusifs, et au sens qui est bien inclusif, au sens de tous les handicaps. Parce que on ne doit pas perdre de vue le fait que finalement, un espace qui est accessible aux porteurs de handicap, il est d'autant plus accessible aux personnes qui n'ont pas de handicap. Donc voilà, ce n'est pas finalement un droit ou une possibilité qui se ferait au détriment d'autres personnes ou d'autres parties de population. Bien au contraire, finalement, c'est au service où ça répond à la totalité de la population. Et je n'oublie pas, quand on a 15% de la population qui est porteuse de handicap, qu'on ne peut pas laisser 15% de la population sur le bas-côté du chemin. Dans vos premières semaines de fonction, est-ce que vous avez une idée de l'organisation de vos équipes pour mettre ces projets en place, forme de mise en action, en fait, de tout ça? La première chose, elle est la réalisation de diagnostics, puisque avant de se projeter, avant d'intervenir ou avant de réaliser, encore faut-il avoir un diagnostic qui soit partagé, qui inclut qui balaye les différents handicaps, de façon à voir quelles sont les adaptations, si nécessaires ou indispensables à l'espace public. Je prendrais beaucoup cité l'espace public, c'est-à-dire plutôt l'extérieur. Il y a eu de nombreux travaux sur la mise en accessibilité des bâtiments publics, chose qui est quasiment atteinte, en tout cas sur les bâtiments municipaux à Lille, où la très large majorité des bâtiments sont aujourd'hui accessibles aux personnes porteuses de handicap à l'intérieur du bâtiment. Mais je peux citer des exemples d'écoles, par exemple, où le bâtiment est accessible à tous les étages, dispose de tous les éléments répondant ou permettant à une personne porteuse de handicap de pouvoir cheminer dans le bâtiment. Malheureusement, par exemple, vous avez... encore faut-il pouvoir atteindre ou rentrer dans ce bâtiment, parce que le trottoir peut être encombré, squatté par des voitures, et donc on voit finalement un peu l'incongruité d'avoir mobilisé des montants conséquents d'argent public pour rendre pleinement accessible et sur l'ensemble des handicaps le bâtiment public, mais qui finalement est un peu une perle inaccessible parce que le travail n'a pas été fait à l'extérieur sur l'espace public. Il faut impérativement raisonner en cheminement, c'est-à-dire par quartier, par rue, par pâté de maison, par rue, de façon à faire primo un diagnostic sur l'ensemble des handicaps, et à partir de là, de voir quelles sont les interventions indispensables, nécessaires, et le tout bien évidemment hiérarchisé. Pour finir, Monsieur Bali, alors les Lillois qui vous écoutent et qui auront probablement voté pour vous, à quel moment, alors effectivement vous avez décrit les étapes, il faudra déjà penser la chose avant de le mettre en place, mais à quel moment faudra-t-il qu'ils commencent soit à s'inquiéter ou alors à voir des effets réels de votre politique? Et les effets de long terme, de changement de politique, et puis des effets de court terme. Clairement, la question du diagnostic, elle est absolument indispensable, mais ses conséquences ne sont pas toujours visibles immédiatement. Le temps d'intervention sur la voirie, c'est des choses qui se programment, qui se font au cours du mandat. Tout ne peut pas se faire en un jour. Par contre, l'intérêt des diagnostics, par rue, par pâté de maison, par quartier, eh bien, ça permet d'identifier rapidement quels sont les verrous, quels sont les points noirs à traiter, pour lesquels, s'il y a un cheminement, par exemple, entre deux quartiers, des cheminements qui sont extrêmement, aujourd'hui, bloquants, voire
quasiment interdit au regard de l'aménagement, eh bien, c'est de pouvoir intervenir rapidement, mais de façon ponctuelle, quitte à devoir revenir par la suite sur une réflexion plutôt globale. Je pense que c'est ça la réflexion. Puis par ailleurs, ce que je porte, c'est le fait d'apaiser les 10 quartiers lillois. On a eu une grande place qui a été rendue piétonne ces dernières semaines. Alors c'est un combat porté par les écologistes depuis une vingtaine d'années. Voilà, cette grande place, elle est enfin piétonne. C'était un certain anachronisme, une des dernières grandes places flamandes traversées par la voiture, par un fleuve routier. Ça ne l'est plus, mais c'est pas pour solde de tout compte. Moi, ce que je porte et ce que je défends, c'est que les 10 quartiers de Lille aient des espaces qui soient apaisés, aient des espaces sur lesquels, en fait, voilà, il y a moins, voire pas de trafic routier. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, limite fortement, ou voire supprime les conflits qu'il peut y avoir entre des piétons, et d'autant plus pour des piétons porteurs de handicap et des voitures. Merci M. Bally d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes candidat écologiste à la mairie de Lille. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode. Nous resterons à Lille pour les 2 prochains, puis nous traverserons le pays pour arriver sans transition à Bordeaux. À la prochaine. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.